matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Guillaume Bernard, politologue, historien du droit, enseignant-chercheur. Vous avez publié récemment une tribune dans Valeurs Actuelles contre la constitutionnalisation de l'avortement. Vous dites c'est l'arbre qui cache la forêt dans le dernier numéro de Valeurs Actuelles. Et qui est en kiosque en ce moment. Voilà, exactement. Et surtout, vous publiez ce livre de colère, fracassé dans l'ignorance, aux éditions de l'Homme Nouveau. C'est un livre très original puisque vous avez choisi de prendre l'écriture théâtrale. Oui. De scénariser un dialogue entre une femme et... Alors vous dites une femme, un enfant. On ne sait pas forcément si c'est l'enfant qui est dans son ventre, mais bon, oui. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'entend. C'est comme ça qu'on peut l'entendre. Et en tout cas, la femme a l'intention, a priori, d'avorter cet enfant. Voilà. Et l'enfant, en fait, se débat avec sa mère. Et franchement, ce texte est bouleversant. Je l'ai lu. C'est absolument bouleversant. Et je pense que tout le monde, après, voilà, on dira ce qu'on voudra, chacun est libre, etc. Mais tout le monde devrait entendre justement ce dialogue et la parole de l'enfant notamment. Finalement, la parole de la mère est un peu la parole du discours aujourd'hui, on va dire majoritaire. Et la parole de l'enfant est cette voix qui n'est pas forcément entendue, mais que vous faites entendre et par la voix de l'enfant et parfois par un chœur, parce que vous avez une scénographie un peu antique, on va dire. L'antique, oui. sur cette pièce de théâtre. En tout cas, c'est très bien écrit. Et c'est intéressant de vous voir dans cet exercice-là qui est original, Guillaume Bernard. Ben oui, Alors, je vais juste vous dire tout de suite, vous étiez à la Marche pour la vie. Oui, j'y étais hier, oui, comme très souvent, oui. Voilà, quand on regarde immédiatement un extrait de la Marche pour la vie avant d'aborder le cœur du sujet. Marche pour la vie qui a eu lieu hier dimanche, notamment dans les rues parisiennes. Est-ce que vous êtes prêts à vous battre pour la vie? Voilà. Un monde important tout de même, hein. Vous y étiez Oui, il y avait du monde. Je crois que de toute façon, au-delà même du chiffre des manifestants que je n'ai pas encore vu, parce que je dois vous avouer que ce matin, je n'ai pas encore travaillé à regarder les informations attentivement, mais au-delà du chiffre, ce qui compte, c'est la ténacité de ces militants, c'est le témoignage, c'est le fait que, ils ne se contentent pas, je dirais, de s'opposer, mais qu'ils manifestent dans le but de défendre quelque chose de positif qui est la vie qui pousse, qui progresse, qui se développe et qui permet effectivement à des êtres singuliers d'exister et de rentrer dans une relation d'altérité. Donc c'est justement ça, hein, cette relation d'altérité que j'ai essayé d'illustrer dans cet ouvrage. Alors vous disiez, et évidemment je l'assume parfaitement, que j'ai choisi une forme théâtrale. C'est pas la première fois puisque c'est ma deuxième pièce de théâtre. La première, je l'avais coécrite avec Corentin Stemler sur un sujet plus historique et politique qui était Napoléon et la Vendée. Hein. C'est une pièce qui s'appelait L'Empereur et les Brigands. Oui. Alors Corentin Stemler qui est le producteur, c'est ça on peut dire? Oui, absolument. Le metteur en scène, le producteur de différents spectacles. Dont Notre-Dame. Exactement. Et en ce moment, il y a le Grand Hiver qui se joue donc à La Roche-sur-Yon. Et puis, ils ont une troupe qui tourne en France pour rejouer Notre-Dame, un spectacle sur Notre-Dame de Paris qui s'appelle La Dame de Pierre, qui est un spectacle en hommage à Notre-Dame de Paris. Donc c'est vrai que c'est cette rencontre avec celui qui a été un de mes étudiants et qui est devenu un ami qui m'a permis effectivement de renouer avec un goût de jeunesse pour la littérature. J'avais mis ça de côté et puis ça a été le déclic de recommencer à oser écrire sous cette forme littéraire. Cette forme littéraire, je crois aussi qu'elle était particulièrement adaptée au sujet de l'avortement, parce que faire un essai politique dans lequel on opposerait les arguments, ça aurait été sans doute un peu sec. Là, on a non seulement les arguments intellectuels, mais il y a également le côté émotionnel, les enjeux sociaux, la perte de confiance de l'enfant dans sa mère ou de la mère dans la société qui fait pression sur elle. Et puis, je dois vous dire que j'ai une troisième raison pour laquelle j'ai choisi délibérément cette forme littéraire, c'est que je crois que, bien entendu, il faut défendre notre patrimoine, qu'il soit matériel, culturel, très bien, mais je crois qu'il faut aussi le faire vivre. Et donc, de produire de nouvelles œuvres avec les spectacles de Symphonia Productions, avec les courts-métrages d'Harmonia, avec plein d'autres activités, et puis, je me mets dans le lot avec mes pièces de théâtre, eh bien, ça
permet de faire vivre une identité et avec des œuvres actuelles, des œuvres nouvelles, et pas simplement vivre dans le passé, mais montrer qu'on peut traiter des choses sous une forme artistique et qui sont des choses d'actualité. Oui, je vais lire un petit passage de votre un petit échange, on va dire, entre la femme et l'enfant avant d'élargir le sujet. Je voudrais vraiment que tout le monde comprenne qu'on n'est pas là dans un vieux discours de réac de droite, comme je peux le lire et l'entendre encore, hein. Mais qu'en fait, tous les sujets qu'on aborde ici sont liés. Et c'est ce que je disais tout à l'heure dans notre corps à corps, que la marchandisation du monde passe aussi par là. Et que donc lutter contre certaines vaccinations ou certaines migrations illégales qui permettent de faire esclavagiser ces gens, tout ça est lié avec le fait de vouloir anéantir la vie. Et pourquoi l'anéantir? Pour en promouvoir une autre qui, elle, est payante. Voilà un peu tout ce qu'il faut qu'on résume ensemble. Guillaume Bernard, vaste sujet. Vaste sujet en quelques minutes, mais on va s'y atteler. Je vais lire un extrait qui est le début de votre pièce de théâtre. Donc, la femme, une femme. Qu'ai-je donc fait pour que cela m'arrive à moi? Donc, elle est enceinte et elle se pose cette question. L'enfant, que me reprocher pour me faire endurer ça? Il sait qu'évidemment, il doit attendre la mort, l'avortement. La femme, tout s'effondre autour de moi, je suis en détresse. L'enfant, recevoir le don de la vie, c'est l'allégresse. Or, la menace prochaine de l'agonie, avant le berceau, y a-t-il pire ironie? La femme, j'avais pourtant pris toutes mes précautions. L'enfant, n'être qu'un vil accroc de contraception. Une femme, ce ne fut qu'un instant bien qu'il fut mémorable. Non, ce ne fut qu'un instant bien qu'il fut mémorable, oui. L'enfant, chacun de nous est estimé interchangeable. Une femme, il m'invite, c'est pourtant moi qui le ferai. L'enfant, il l'incite, mais c'est bien moi qui le vivrai. Une femme, c'est très simple, laisser faire, laisser passer. Il parle de l'avortement. Hein. L'enfant, c'est très clair, faire passer, faire trépasser. Une femme, il s'accroche à la vie par un instinct charnel, elle le sent. Voilà, j'ai trouvé cet échange et le faire passer, de faire trépasser, c'est tout simple, ça va passer. Très fort, de toute façon, le dialogue est vraiment très fort. Moi, ça m'a bouleversée. Bon, je trouve que je suis jeune maman, donc en plus, c'est particulièrement touchant, évidemment. Et encore une fois, je pense que vraiment tout le monde devrait le lire. Ça permet aussi, mais tout simplement, de mieux comprendre les enjeux. Moi, j'ai essayé vraiment dans ce dialogue d'être loyal. Pas facile, hein, parce que vous n'êtes pas une femme et pourtant... Non. Paraît, je vous le confirme qu'effectivement, pour l'instant, alors je suis peut-être un peu fluide sur certains sujets, mais pas sur celui-là. Voilà. Donc, j'ai essayé d'être le plus loyal possible avec les personnages, de bien montrer que il y a des pressions sociales, psychologiques, idéologiques qui s'affrontent et que par conséquent il faut prendre en considération ces différents éléments-là, c'est-à-dire que ce livre est bien sûr un appel à prendre en considération la vie innocente de l'enfant à naître, mais pour autant ça n'est pas un jugement de la femme qui aurait finalement recours à cela, parce que sa responsabilité morale est en très grande partie édulcorée. Elle n'est pas nulle, mais elle est en grande partie édulcorée par toutes les pressions qu'elle subit, et puis par le fait qu'elle est tout simplement intoxiquée intellectuellement. On la pousse à penser, à croire que l'enfant à naître n'est pas véritablement un être humain, son prochain. Bon, donc vraiment, je crois que on retrouve à travers la question de l'avortement tout un ensemble de questions, que ce soit la démographie, que ce soit la question de l'ordre naturel des choses, la question de la sexualité, de la pornographie et bien d'autres, de la bioéthique bien sûr, toutes les questions qui sont liées à cette question de l'avortement. C'est vrai que je fais partie de ceux qui pensent que l'avortement c'est la tête de pont de toutes les évolutions bioéthiques que nous connaissons aujourd'hui, et que vous dites c'est l'arbre qui cache la forêt. Oui, et il serait vain, je crois, de vouloir lutter contre les dernières évolutions en date les dernières lubies progressistes si on ne remontait pas à la source et si on ne voyait pas que tout découle du fait qu'on part du principe qu'un être humain singulier, innocent, on peut le réifier, comme on dit philosophiquement parlant, le chosifier et donc finalement l'éliminer. Alors, pourquoi ? Quel est justement ce système de pensée qui fait qu'à partir du moment où un enfant est réifié, nous arrivons dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec la perte de repères que nous avons. Si vous pouvez nous expliquer ça. Et ensuite, quelles armes pour lutter contre cela ? Évidemment, votre livre. Notamment, bien sûr.
Mais voilà, abordons ensuite les sujets, notamment politiques, qui se bavent réellement. J'ai cru voir aussi passer un article de votre part sur le Rassemblement national. Récemment Peut-être pas récemment, je ne sais plus où. Bon, bref, je voulais vous demander justement, selon vous, quelle politique aujourd'hui prend vraiment la mesure du combat? Mais Alors, commençons par le... très large question. Ouais, hein. commençons Alors, par le d'abord, premier. qu'est-ce qui est à l'origine de Ouais. cela? Je crois qu'il y a d'abord incontestablement une philosophie subjectiviste, c'est-à-dire que on ne veut pas prendre en compte le réel qui s'impose à nous. On part du principe que le réel n'existe que par le prisme de notre personnalité. Alors, pour certains, ça va être le rationalisme, pour d'autres, ça va être l'émotionnel, mais en tout cas, on n'est pas dans un monde où le réel l'emporte, c'est le réel tel qu'il est fabriqué par chacun d'entre nous. Donc une forme d'individualisme. Alors cet individualisme, il peut être collectivisé lorsque ce sont des lobbies, hein, bien sûr, mais en tout cas, le subjectivisme, l'indifférentisme moral, c'est-à-dire le fait de considérer que toute action, si elle n'a pas supposément d'impact sur les autres, or là, évidemment, elle en a un, mais du coup, c'est ce qui conduit à nier l'identité humaine de l'enfant à naître. Si elle n'a pas de conséquences sur les autres, eh bien, par conséquent, eh bien, ce serait acceptable. Et puis, je crois, une forme aussi, c'est plus récent, mais ça se développe vraiment, une forme de nihilisme et peut-être même de masochisme vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire qu'on ne veut pas transmettre la vie parce que eh bien, la vie est dure, comme si le non-être l'emportait sur l'être, comme si le fait que la vie soit difficile, évidemment, elle l'est pour tout le monde, eh bien, dans ce cas-là, il vaudrait mieux refuser la vie que l'accepter et que essayer de la promouvoir. Donc, il y a, je crois, une Vous parlez tentation... notamment de tous ces jeunes aujourd'hui qui préfèrent ne pas avoir d'enfants, Absolument. qui se disent, avec le climat dans lequel nous vivons, le réchauffement climatique, machin. Voilà, exactement. Donc, une forme de nihilisme et de masochisme qui les conduit, je dirais, à justifier la réification de la vie humaine. Bon, donc voilà, il y a un concours, je dirais, d'idéologie. Et puis, bien sûr... alors ça, D'accord avec Emmanuel Todd, hein, vous savez que la thèse de son dernier Oui. ouvrage, c'est vraiment fondé sur le déclin de l'Occident qui est lié à ce nihilisme, qui est Absolument. notre, Oui. notre Non, mais perte. ça, de ce point de vue-là, effectivement, je converge parfaitement avec lui. Alors, dans l'opinion publique, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient idéologiquement eugénistes, mais il est certain que parmi les promoteurs de l'idée de l'avortement, il y a de l'avortement, de l'expérimentation sur les embryons, etc., parce que tout ça, c'est la conséquence. Il y a évidemment des personnes qui s'imaginent que, sous prétexte que l'espèce humaine aurait évolué de manière naturelle, eh bien, il serait logique et même légitime qu'aujourd'hui, l'être humain se fasse lui-même évoluer par la recherche scientifique et L'intelligence technique. artificielle. Mais sincèrement, là, je crois qu'il y a des idéologues qui développent cette idée-là, mais ça n'est pas véritablement ce qui motive, je dirais, les personnes qui ont recours à l'avortement. Là, pour le coup, je pense qu'on est plus dans le débat idéologique ou philosophique que dans la pratique réelle de l'avortement au quotidien. Voilà. Mais est-ce que vous êtes d'accord, finalement, on a reçu juste avant Stéphane Buffetot qui nous dit, finalement, la société aujourd'hui ne s'intéresse à l'homme que quand il est performant et productif. Oui, bien sûr. En fait, que quand nous sommes un élément du marché. Oui, c'est exactement ça, en oubliant complètement que nous ne sommes qu'un chaînon dans un ensemble beaucoup plus large, que nous ne sommes qu'une étape, je dirais, dans l'histoire d'un corps social, que ce que nous sommes nous-mêmes dépend évidemment de ce dont nous avons hérité, et on aurait le droit d'hériter, mais on ne devrait pas le transmettre aux générations suivantes, c'est-à-dire que là, il y a une forme d'hédonisme même l'héritage, pardon, je vous arrête, mais même l'héritage aujourd'hui matériel, mais bon, moral encore plus, mais Oui. même l'héritage matériel aujourd'hui est fortement freiné. Finalement, on voit que tout ce qui est patrimonial Oui. est agressé Absolument. autant que moral. Exactement. Et c'est vrai que on veut essayer de faire une société de jouisseurs qui, eh bien, n'aurait aucune responsabilité vis-à-vis et des générations précédentes dont nous avons hérité et des générations suivantes.
pour la bonne raison qu'effectivement, on ne leur permet même pas d'exister, ou du moins, il y a toute une partie de ceux qui pourraient constituer nos successeurs qui sont éliminés avant même le berceau, dès la grossesse des femmes. Alors Oui. tout ça au nom, soi-disant, de l'autre côté, du droit des hommes, de nos droits, de pouvoir disposer de notre corps, par exemple. Oui, sauf que, pardonnez-moi, alors là pour le coup, c'est vrai que je ne suis pas une femme, mais en l'occurrence, l'enfant à naître a lui-même son propre corps. Quand une femme dit qu'elle dispose de son corps quand elle avorte, je suis au regret de lui dire que, en l'occurrence, elle dispose du corps d'autrui et non pas de son propre corps. Et son corps porte l'enfant, mais pour autant, l'enfant est un être singulier et distinct d'elle-même, puisque, on le sait bien, il est le fruit de la rencontre du masculin et du féminin. Il est vrai qu'aujourd'hui, la tendance à la fluidité, n'est-ce pas, conduit à nier cette distinction entre le masculin et le féminin. Or, pour autant, que ce soit dans une grossesse, j'allais dire, naturelle ou dans une procréation médicalement assistée, il faut bien la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde du masculin et du féminin. Alors, avant d'interroger encore une fois les questions politiques, je voudrais quand même une dernière fois vous reposer cette question. Je crois que vous l'avez déjà posée, mais je vais la reformuler une autre fois. Je voudrais être sûre que ce soit clair pour tout le monde. Quel est le lien entre, justement, encourager l'avortement jusqu'au plus tard possible, puisqu'il a été question d'aller à 9 mois, et je suis sûre que cette attaque, entre guillemets, va revenir d'une façon ou d'une autre, et aujourd'hui, promouvoir la GPA ou autre manipulation familiale. Dans la mesure où on ne considère comme un être humain titulaire de droit que celui qui est capable d'exercer sa liberté, eh bien, aux deux bouts de la chaîne, que ce soit l'enfant à naître qui n'est pas autonome, c'est parfaitement exact, puisqu'il ne peut pas respirer seul tant qu'il est dans le ventre de sa mère, ou à la fin de la vie, celui qui est malade, a besoin d'une aide médicamenteuse ou même matérielle pour pouvoir rester en vie, eh bien, dans ces conditions-là, si on ne considère un être humain que celui qui est supposé capable d'être autonome et d'exercer sa liberté, eh bien, dans ces conditions, on peut considérer comme non-être humain, comme non titulaire de droit et comme une chose susceptible d'être éliminée en fonction de la volonté du puissant du moment, eh bien, tout être humain. Le cœur de la question, c'est effectivement qu'est-ce qui fait que ma relation à l'autre n'est pas un simple rapport de force, mais justement une relation d'altérité fondée sur une communion, une convergence, un bien commun. Voilà. L'avortement est évidemment ce qui est à l'origine de toutes les évolutions bioéthiques, qui fait que tant que l'être n'est pas considéré comme libre et autonome, eh bien, on peut disposer de lui et non pas le considérer comme son prochain, si vous me Moi, je dirais que c'est plutôt le premier symptôme. l'expression. C'est, disons, que la mentalité qui induit l'IVG, l'avortement, est la même qui agit dans tout ce qui va dériver. Oui, non, mais ça, je suis d'accord avec vous. L'avortement est une forme de symptôme, finalement. Ça converge. Mais par exemple, c'est vrai que certains m'ont dit, mais est-ce que la source, ça ne serait pas la contraception artificielle, sachant qu'il y a des formes de contraception naturelle, de régulation des naissances dans un couple qui ne sont pas nécessairement par recours à des instruments médicamenteux. Je ne suis pas certain que ce soit la contraception parce que dans le cadre de l'avortement, il y a bien un être autre dont on va disposer. Et donc je crois que véritablement, bien sûr, la contraception a ensuite psychologiquement justifié que si celle-ci ne fonctionne pas, eh bien on puisse avoir recours à un avortement. Il n'empêche que le saut est là pas simplement, je dirais, quantitatif, il est véritablement qualitatif. On s'attaque à autrui, on s'attaque à celui qui gêne, alors même qu'il est supposé être notre alter ego. Quel intérêt vous avez parlé de puissants tout à l'heure, quel intérêt pour les puissants de pousser cette forme de pensée, ce nouveau monde, on va dire, qui donc, comme vous l'avez dit, nous a déracinés finalement de l'esprit, enfin du bien commun, d'une réflexion sur le bien commun, et qui ne nous voit que comme des maillons d'une chaîne capitaliste et des contractants d'un contrat.
Mais parce que je pense que tout simplement, ils sont idéologues jusqu'au bout et qu'ils considèrent que effectivement, il faut flatter. Alors, je vais utiliser une expression un peu prétentieuse. Il faut flatter les vices. Il faut, permettre aux personnes de vivre selon leurs ambitions, leurs émotions du moment, et que qu'importe de toute façon, on produira des êtres humains ici ou ailleurs quand on en aura besoin et si on en a besoin. Est-ce qu'il n'y a pas une recherche de soumission intellectuelle aussi, de se dire finalement ces hommes déracinés euh, qui en plus qu'on peut produire comme on les veut, comme on les choisit, Mhm. devront rentrer dans le rang finalement. C'est l'homme nouveau rêvé par les soviétiques version troisième génération. Oui, c'est certain que en fait, ça n'est qu'une variable. L'homme n'est qu'une variable d'ajustement dans un système politique et économique. Mais je crois qu'il y a aussi un autre élément qu'on peut ajouter, c'est le fait que si on permet aux personnes de vivre selon leur bon vouloir, y compris au détriment de leurs prochains, eh bien, ça permettra d'autant plus de les contrôler dans d'autres domaines. Voilà. Mm. Je pense sincèrement que un système politique et idéologique, il n'a pas besoin, je dirais, malheureusement, d'être comploté pour qu'il aille jusqu'au bout du bout, je dirais, de ses conséquences. Dans la mesure où on pose comme hypothèse le subjectivisme, dans la mesure où on pose comme hypothèse que véritablement la nature humaine n'est pas quelque chose qui est un donné, n'est pas quelque chose qui est une ontologie donnée par la nature, donnée par Dieu, donnée par le hasard, mais quelque chose qui est construit par l'homme lui-même. Dans ces conditions-là, le système s'applique de manière systématique et jusqu'au bout. C'est l'effet de domino, quoi. Exactement. Alors, on va un peu dans le concret. Inscription de l'IVG dans la Constitution, ce sera débattu dans 2 jours à l'Assemblée nationale. La légalisation du suicide assisté, disons-le comme ça, qui sera débattue dans quelques semaines avec ce projet de loi sur la fin de vie, c'est joliment dit. Oui. Quelles sont aujourd'hui les réflexions des politiques sur ce sujet et qui résiste vraiment ou qui se pose les bonnes questions? Un peu tout le monde et personne. Un peu personne. C'est-à-dire que là, nous sommes avec des sujets que le président de la République, d'abord parce qu'il est un libéral au sens profond du terme, hein, il incarne d'une certaine manière ce que Michéa, et de ce point de vue-là, je le rejoins parfaitement, je dirais, illustré, c'est-à-dire le fait que le libéralisme économique qui avait glissé à droite est en train de se réunifier avec le libéralisme culturel qui, lui, était resté à gauche. Donc, qu'Emmanuel Macron, philosophiquement ou idéologiquement parlant, soit favorable effectivement à ces positions-là, c'est une chose. Mais je crois qu'en plus, il est dans une stratégie d'essayer de diviser les autres forces politiques. Parce que malheureusement, il faut bien le dire, dans les autres forces politiques, et en particulier dans les forces politiques qui se situent à droite et dont il y a des membres qui sont véritablement de droite, il y a une division. Alors, qu'est-ce que LR, qu'est-ce Là, que on retrouve votre Reconquête? vieux sujet. Exactement. Qu'est-ce que LR, qu'est-ce que Reconquête, qu'est-ce que le Rassemblement national vont faire? Oui. Eh bien, ils vont trouver comme solution de laisser la liberté de vote et la prise de position à chacun de leurs membres en disant, nous n'avons pas de position fixe là-dessus, nous laissons la liberté à nos élus de prendre position de telle manière que ces sujets ne divisent pas. Or, bon, c'est un moindre mal. Le problème, c'est que ça n'est évidemment pas satisfaisant parce que ça illustre une chose qui est claire, c'est que malheureusement, les forces politiques qui se situent à droite ne sont pas authentiquement, philosophiquement, de droite. Elles sont encore des forces hybrides. Vous pensez à qui, là, par exemple? Mais je pense au Rassemblement tout. national Oui. et à LR. C'est très clair. LR, c'est assez clair, et RN, un peu moins. Écoutez, a priori, je pense que moi, j'ai essayé d'établir une petite liste pour voir qui vraisemblablement devrait voter pour la constitutionnalisation ou devrait voter contre. Bon, on a un partage parmi les élus et donc tous ne vont Marine pas... Le Pen, je crois qu'elle
elle a pris position pour la constitutionnalisation. Oui, oui, absolument. Mais bon, il y a d'autres, je ne veux pas forcément les mettre en difficulté dans leur propre parti, mais je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'autres personnes. Bon, allez, citons des noms. Je crois qu'il y a Christophe Benz, par exemple, qui au Rassemblement national, lui, votera contre. Je pense qu'à LR, par exemple, vous aviez Xavier Breton, qui lui aussi votera plutôt contre. Bon, ce ne sont que des exemples, je ne les désigne pas du doigt pour qu'ils soient mis au banc de leur propre parti. Mais voilà, il y a une incohérence idéologique dans ces partis politiques qui n'osent pas, je dirais, tenir une position cohérente. Et c'est ça qui est, assez troublant. Parce que c'est l'abandon de la droite de ses propres valeurs qui s'est rallié à une forme de progressisme social et toujours la même chose, assez progressisme social-démocratie qui va avec le capitalisme ambiant. Et finalement, voilà, ils ont oublié peut-être aussi... Alors, je pense que si on veut être gentil avec eux, on dira qu'ils ont un manque de formation qui les pousse à ne pas voir les enjeux réels derrière la chose. Je ne suis pas certain que tous ceux qui vont se prononcer vont le faire par adhésion à l'idéologie moderniste. Mais c'est grave parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas suffisamment travaillé le sujet, ou alors c'est encore plus grave, ça voudrait donc dire qu'en fait ils n'ont pas de soubassement idéologique leur permettant véritablement de mener, au cas où ils arriveraient au pouvoir, une politique qui soit véritablement cohérente, parce qu'on ne peut pas à la fois considérer que, par exemple, sur des questions d'immigration, le corps social est légitime, je dirais, à défendre une idée qui s'inscrit dans un ordre naturel des choses, et de l'autre côté, pour ce qui est de la famille, ne pas considérer que l'institution sociale qu'est la famille est elle-même un corps social qui s'inscrit dans cet ordre naturel, dans cet ordre cosmologique des choses. Il faut choisir. Or, on est en phase de politique qui, pour des raisons électorales, essaye de ratisser le plus large possible, c'est ce qu'on appelle les partis attrape-tout, et qui donc, sur une position ou sur une autre, essaye d'avoir un discours qui soit le plus plaisant. Or, il me semble que il y a dans la responsabilité politique un rôle qui est de structurer l'opinion, c'est-à-dire en exposant des positions qui soient suffisamment claires pour que les gens puissent en conscience, faire véritablement des choix. Or là, on est dans le règne de l'émotionnel. Même si c'est effectivement clivant. Alors, absolument. juste une question à ce sujet, notamment sur le Rassemblement national, parce que vous l'avez dit, parti attrape-tout, je ne sais pas qui vous visiez, mais bon voilà, moi je vous pose la question pour le Rassemblement national. On a reçu ici Jérôme Sainte-Marie et a interrogé sa stratégie de bloc populaire. Stratégie électorale qui permet donc de rassembler l'électorat populaire et pourquoi pas face au bloc élitaire, voilà. qui lui-même disant que le bloc élitaire est constitué, tandis que le bloc populaire est en constitution. Il n'est pas encore véritablement identifié. En tout cas, il n'y a pas la prise de conscience. C'est les origines de gauche de Jérôme Sainte-Marie. Le bloc populaire n'a pas encore pris conscience de son existence de classe politique. Oui, mais il considère qu'il y a déjà un vote populaire. Ah, bien sûr. Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est parfaitement vrai. Oui, mais ce qui m'embête, moi, dans cette histoire, dans cette façon de réfléchir, c'est qu'en effet, vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de base idéologique. Oui, où passe la base idéologique de ces gens qui sont censés être porteurs des politiques d'un message également moral, pas de moralisateur, mais moral. Et là, on ne voit que des regroupements de ventre, finalement. Oui, mais alors c'est là, moi je vous rejoins, mais si vous voulez, ça n'invalide pas nécessairement l'analyse sociologique, parce que pour ce qui est de Jérôme Sainte-Marie, si je le lis bien et si je l'écoute attentivement, il fait une analyse d'ordre sociologique. Oui. Sans véritablement chercher à ce qu'il y ait une cohérence doctrinale derrière. Oui, c'est ce qu'on voit finalement dans le Rassemblement national aujourd'hui. Mais oui, je suis d'accord avec vous, mais si vous voulez, je pense que malheureusement, les hommes politiques, soit par manque d'intérêt pour les questions philosophiques, soit par, je dirais justement, hostilité envers ces questions, ne s'y attardent pas suffisamment. Et c'est ce qui,
risque de provoquer une certaine déception, parce que vous savez bien que les électeurs, ils projettent sur les gens pour lesquels ils votent leurs propres idées. Ils entendent un mot, et en fait, dans le discours de l'homme politique, ça signifie quelque chose, et dans la conscience et dans l'esprit de l'électeur, ça signifie autre chose. Exemple très simple à comprendre, et qui maintenant parlera à tout le monde, quand Nicolas Sarkozy, en 2007, parle de l'identité nationale, il y a toute une partie de l'électorat du FN de l'époque qui vote pour Nicolas Sarkozy, parce que quand ils entendent identité nationale, ils entendent culture française. Et pas européenne, voire américaine. Exactement. Ou en tout cas, ils n'entendent pas simplement, je dirais, appartenance au corps social d'un point de vue juridique. Bon. Et or là, évidemment, le mot s'est révélé être polysémique. Bon. Donc, moi, je crois que l'analyse sociologique de Jérôme Sainte-Marie, elle peut être complétée justement par ce que moi j'ai proposé, le mouvement d'Extrogir, c'est-à-dire le fait que, il y a de plus en plus dans l'opinion publique une renaissance des idées classiques qui viennent par la droite du spectre politique. C'est-à-dire que moi, je n'utilise pas la droite et la gauche comme étant, je dirais, une ontologie philosophique. Je dis simplement que c'est une manière d'analyser le spectre politique et par la droite du spectre politique renaissent des idées classiques. Ceux qui, par exemple, vont voter contre la constitutionnalisation de l'avortement ou contre la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie, ceux-là vont vraisemblablement manifester leur adhésion ou du moins leur proximité avec les idées classiques, tandis que les autres, effectivement, montreront qu'ils appartiennent au même univers intellectuel que le reste des forces politiques. Donc, il y a à la fois ce mouvement d'Extrogir et puis, effectivement, ce mouvement social, cette recomposition sociale qui fait que la lutte des classes telle que François Guizot au départ, parce que c'est un concept libéral, la lutte des classes, François Guizot au départ, puis Marx, cette lutte des classes-là, elle n'existe plus de la même manière, mais il y a une recomposition, je dirais, des classes sociales. Aujourd'hui, d'une certaine manière, il y a ceux qui bénéficient ou qui profitent de la mondialisation, et puis il y a ceux qui pâtissent de cette mondialisation. Et là, de ce point de vue-là, sociologiquement, je crois que c'est vrai, je crois que c'est exact. Maintenant, ça n'est pas suffisant pour mener une politique. Et donc, moi, ce que je souhaiterais, naturellement, c'est que ceux qui arriveront au pouvoir, parce qu'ils vont arriver au pouvoir d'une manière ou d'une autre, ceux qui vont arriver au pouvoir dans les années qui viennent et qui seront l'incarnation politique de cette catégorie populaire, de cette classe populaire, que cela soit mu par une philosophie politique classique plutôt que moderniste. Oui. Voilà. Un vœu que j'espère non pieux. Guillaume Bernard, en tout cas, qu'il lise déjà De colère fracassée dans l'ignorance aux éditions de l'Homme Nouveau. Et puis, pourquoi pas, puisque vous l'avez cité et que je le cite à chaque fois, mais en effet, il est fondamental, le mouvement d'Extrogir d'Esclé de Brouwer, c'est le nom de l'éditeur. Merci beaucoup, merci Guillaume infiniment. Bernard. Et merci à vous tous de Tocsin. Dans quelques instants, nous retrouvons Roxane pour sa contre-information, celle qu'on ne vous donne pas tous les jours ici, non pas tous les jours, pas ici, mais tous les jours ailleurs, la contre-information que vous retrouvez donc avec Roxane Despalingues. Mais tout de suite, je vous remercie encore et je vous appelle à mettre vos pouces vers le haut, vos cœurs, vos smileys et vos commentaires positifs. Vous pouvez aussi faire des dons sur Tocsin pour continuer de nous faire pousser et justement nous permettre d'avoir ce genre d'échanges que nous avons eu avec Guillaume Bernard. Je pense qu'ils sont fondamentaux et qui font aussi un petit peu ce que nous sommes aujourd'hui.